Oui, mais justement, réformer, c'est libérer les énergies. Mais libérer les énergies, c'est aussi faire face aux résistances au changement. Il y a des conditions de réussite. Moi, je vais rester sur notre sujet du jour, libérer les énergies, et sur le système éducatif et universitaire. Je préfère donner des exemples concrets. Notre système éducatif et universitaire était sous deux contraintes. La première, c'était la standardisation à outrance. La seconde, c'était le contrôle excessif. La standardisation à outrance, c'est par exemple que tout le monde devait faire les mêmes diplômes avec les mêmes matières. Il n'y avait aucune marge de manœuvre des établissements pour proposer autre chose. Et ça a donné des formations robots, une industrie du chômeur. Le contrôle excessif. On ne pouvait pas créé des associations comme on le voulait. L'association devait être proche du pouvoir, sinon on ne pouvait pas avoir une association. Quand vous invitez un conférencier à l'international, vous attendiez entre 4 et 5 mois l'autorisation, parce que l'autorisation vient du ministère de l'Intérieur. Et tout ce que je suis en train de dire, ça a moins de 7 ou 8 ans d'âge. Ce n'est pas si loin que ça. Et on a eu ça pendant une quinzaine d'années, donc il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui le système éducatif soit malade. Donc, standardisation et contrôle, c'est l'opposé de la libération des énergies. Lorsque j'étais à la tête d'HEC, tout ce que j'ai fait, c'est libérer les énergies. Et on a réussi à le faire. Pourquoi on l'a fait? Parce qu'il y avait de la compétence et il y avait de la passion. Les deux axes dont parlait Délice tout à l'heure. Il y avait de la compétence parce qu'il y a des gens extraordinaires qui étaient là autour d'un projet. Et il y avait beaucoup de passion, il y avait de l'amitié, il y avait de l'amour, il y avait un esprit des groupes. Et en quelques années, une école qui était en déperdition, une grande école qui était en déperdition, qui a retrouvé ses lettres de noblesse. Et on a réussi, comme disait Délice, on est devenu en quelques années au-dessus de la mêlée. Il n'y avait pas de secret, à part passion et travail. Aujourd'hui, on essaye de le faire au niveau national. C'est un peu plus compliqué au niveau national parce qu'il y a ce problème qu'évoquait Simosta, le problème de confiance. Résistance au changement naturel, ça c'est normal, mais ce qui n'est pas normal aujourd'hui dans notre pays, c'est l'absence quasi totale de confiance les uns dans les autres. Quelle que soit notre position, quelle que soit notre histoire, quelle que soit notre compétence. Et ça ne peut pas nous amener loin. C'est pour ça que d'ailleurs avec la Conrad, on met en place un nouveau programme qu'on a appelé le programme de cohésion sociale. On va créer des centres de médiation dans les universités. Et ces centres de médiation auront pour rôle justement d'avoir une veille pour éviter les conflits, pour éviter l'affrontement et rester dans le respect des uns et des autres et de la discussion, idée contre idée, approche contre approche. Je vais donner quelques exemples très rapidement, je ne vais pas être très lent, hein, très lent, pour expliquer comment au niveau de la réforme de l'université aujourd'hui, tout ce qu'on fait est orienté vers la libéralisation des énergies. Premier exemple, l'orientation. Tout à l'heure, Sylvie l'avait rapidement cité. Effectivement, nous avons un système qui est juste parce qu'il se fait par l'ordinateur, mais qui est à la fois pas juste parce qu'il ne permet pas de dénicher des compétences particulières. L'année dernière, nous avons introduit ce qu'on a appelé l'orientation par les talents. Ça s'est fait pour la première fois. L'orientation par les talents, c'est que les étudiants qui n'ont pas, les élèves, les bacheliers, les nouveaux bacheliers, qui n'ont pas le score pour aller dans une filière donnée, mais qui ont les compétences et qui peuvent le prouver, on leur donne la possibilité d'accéder à ces filières. Par exemple, quelqu'un qui adore le théâtre. Aujourd'hui, il ne peut pas rentrer dans une école de beaux-arts parce que le score est très élevé. S'il arrive à montrer qu'en étant jeune, il en a fait, qu'il a fait participer, on lui donne la possibilité d'accéder. Aujourd'hui, dans le domaine de l'informatique, il y a des gamins qui ont 10 ans, qui peuvent être extraordinaires sans jamais fait d'informatique, ils peuvent vous programmer des choses extraordinaires. Ce gamin-là, c'est parce qu'il a une passion particulière. Il n'a pas forcément 16 ou 17 de moyenne, il en a peut-être 10 ou 11. Mais il n'a aucun moyen de rentrer dans une école d'ingénieur en informatique, alors que c'est lui qui va réussir mieux que les autres s'il arrive à accéder. Nous avons mis en place cette possibilité d'une orientation par les talents qui est extraordinaire. Un premier exemple. Deuxième exemple. Je parlais tout à l'heure d'HEC, on a transformé HEC par l'activité associative notamment.
Aujourd'hui, on a complètement libéré l'activité associative, nous sommes en train de pousser vers ça. Parce que ce que l'étudiant apprend dans l'activité associative est encore plus important parfois que ce qu'il apprend à l'école même. Lorsque un groupe de jeunes organise une soirée ou une conférence ou une excursion, c'est l'apprentissage du marketing, c'est l'apprentissage des finances parce qu'ils doivent rentrer dans leur compte, c'est l'apprentissage du travail en groupe parce qu'ils doivent se répartir les tâches, c'est l'apprentissage de la logistique parce qu'ils doivent se réorganiser, etc., etc. Tout ça, c'est un apprentissage de la vie en général. Autre élément de la réforme qui libère les énergies, c'est l'aspect pratique. Nous avons été dans notre école trop sur le fondamental, trop sur le théorique et pas assez sur le pratique. Et c'est pour ça que lorsqu'ils sortent de l'université, ils ne sont pas tout de suite opérationnels. Et les entreprises sont obligées de faire des formations complémentaires pour qu'ils le soient. Et donc introduire plus de pratique. Et nous avons décidé d'annuler cette distinction artificielle entre une licence fondamentale et une licence appliquée parce qu'il faut libérer les énergies. Toutes les licences, toutes les formations doivent avoir un aspect pratique, un aspect concret pour que ça soit opérationnel. Et ça fait partie de la réforme. Ça fait partie de la réforme aussi de libérer ce système LMD qu'on a tant décrié. Pourquoi le système LMD a donné de mauvais résultats? Parce qu'il a été contrôlé et standardisé. Aujourd'hui, lorsque vous donnez la possibilité aux étudiants de choisir leurs propres options, de faire leur formation à la carte, eh bien vous libérez les énergies et vous formez comme il faut par rapport aux compétences des gens et les aspirations de nos élèves. Nous sommes en train de faire cela. Lorsqu'on oblige aujourd'hui, c'est pas le mot, lorsqu'on permet aux établissements aujourd'hui de choisir leur propre offre pédagogique qui est intégrée dans les spécificités régionales ou locales de l'établissement, c'est aussi une façon de libérer les énergies, d'avoir cette adéquation et cette implication des établissements dans leur environnement. Ça aussi, ça libère les énergies. Lorsque dans la recherche scientifique aujourd'hui, on a dit on ne veut plus de recherche renfermée sur elle-même qui reste dans les bibliothèques des universités. Il faut qu'elle sorte, il faut qu'elle ait un impact sur la société, il faut qu'elle ait une valeur ajoutée sur l'économie. Ça aussi, c'est une façon de libérer les énergies. Lorsqu'on a dit qu'il faut revenir à la formation continue tout au long de la vie à l'université pour que l'apprentissage tout au long de la vie continue, ça aussi, c'est une façon de libérer de l'énergie, même aux plus âgés, même à ceux qui sont sortis de l'école. Je peux continuer comme ça et je finirai par l'entrepreneuriat. Introduire l'entrepreneuriat, nous avons créé un réseau de 140 centres de carrière, les fameux 4C que maintenant les gens commencent à connaître. C'est quoi? Ce sont des structures au sein des établissements dont le rôle est d'éveiller l'étudiant au-delà de ce qu'il a comme cours, les notes, les examens et les choses classiques. Des formations complémentaires, des formations à la vie, des formations à la prise d'initiative, des formations à l'innovation, des formations à la vie, à la citoyenneté. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Ça ne se va pas assez. Pourquoi? Parce que ce qu'on disait tout à l'heure, on n'est pas audible. Aujourd'hui, la déprime, presque dépression, on n'est pas là, mais on est à la déprime collective, ne permet pas de voir les bonnes choses, ne permet pas de voir qu'il y a des choses agréables, des choses très utiles pour le pays qu'on est en train de faire aujourd'hui. Ils vont donner leurs fruits petit à petit, peut-être plus dans quelques années, dans quelques mois, on va dire « Ah oui, ça c'était bien, ça on avait ça ». Aujourd'hui, on est incapable, malheureusement, mentalement. Il y a ce fameux blocage. C'est comme pour les maths, je n'y arriverai pas. Pareil, aujourd'hui, les Tunisiens pensent qu'on n'y arrivera pas. Non, on va y arriver. La Tunisie a des potentiels extraordinaires. J'ai toujours dit, l'économie tunisienne, d'ailleurs, c'est comme la tour de Pise. Elle penche, mais elle ne tombe jamais. Parce qu'on a des potentiels cachés. Aujourd'hui, ils ne sont pas exploités au mieux parce qu'il y a ce manque de confiance entre nous-mêmes et en nous-mêmes. Si on arrive à dépasser cet aspect-là, si on arrive à écouter, si on arrive à construire sur le peu de positif, allez, on va jusqu'au... Il n'y a pas beaucoup de positifs, il y a beaucoup de négatifs, ok. Saisissons ce peu de positif. On ne peut construire que sur du positif. On ne peut pas construire sur des négatifs. On apprend par le négatif, on apprend par les erreurs, mais on ne construit pas sur des erreurs, on construit sur du positif, sur une vision, sur l'espoir qu'on veut donner à ce pays. Moi, je suis aussi très optimiste pour ce pays, malgré tout ce qui se dit. Il faut peut-être avoir une vision d'avance, il faut peut-être regarder à quelques années, dans quelques années. Il faut voir ce qu'on appelle en innovation les signaux faibles. Tout le monde ne voit pas les signaux faibles. Tout le monde voit l'apparent. L'apparent, aujourd'hui, n'est pas beau, il est moche. Mais on est quelques-uns à pouvoir regarder les signaux faibles, les signaux positifs que tout le monde ne voit pas. Nous, on arrive à les voir.
Et si vous arrivez à les voir, vous allez voir, vous reprendrez confiance. Et quand on a confiance, on réussit. Voilà. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Alors, juste quelques éléments de réponse d'abord rapides à nos jeunes. Tout le monde est d'accord que la langue anglaise est une langue extrêmement importante et c'est une langue aujourd'hui incontournable pour des tas de raisons, aussi bien dans le système éducatif que dans le système économique. Mais il faut faire très attention à ne pas opposer les langues, notamment en Tunisie, la langue anglaise, la langue française, voire la langue arabe. Une langue, c'est une richesse. Une langue, c'est une culture. Une langue, c'est beaucoup de connaissances. Chaque langue apporte une connaissance différente de l'autre. Donc il ne faut pas opposer l'anglais au français pour la Tunisie. Il faut dire l'anglais en plus du français. Nous avons une capacité d'apprentissage des langues extraordinaire dans ce pays depuis longtemps. Gardons-la, gardons le français et ajoutons l'anglais, voire d'autres langues. Donc l'idée, c'est quand même de rajouter et non pas de remplacer. La deuxième chose, le système éducatif américain est évidemment l'un des systèmes les plus performants, mais il a sa logique, il a sa culture. C'est aussi une industrie. Elle ne peut pas l'être en Tunisie. Nous, on doit trouver notre propre chemin. Lorsqu'on a copié la France, on a échoué. Lorsqu'on a essayé de faire exactement comme l'Europe, on a échoué. Il faut qu'on trouve le système éducatif tunisien, qui s'inspire des autres, des systèmes qui réussissent un peu partout, prendre le meilleur des Européens, prendre le meilleur des Américains, mais aussi des Asiatiques. Aujourd'hui, j'ai essayé de me retourner un petit peu vis-à-vis de la Chine et du Japon, où on peut apprendre des choses. Mais on ne peut pas copier. Ça ne marche pas, parce que les dimensions culturelles, sociologiques sont très importantes. Pour conclure aussi, cette impatience, on la vit au quotidien, vous la vivez, nous la vivons au quotidien, mais on ne réalise pas assez. On n'a pas assez de recul pour dire que notre pays a subi et subit encore des changements sociologiques et culturels inédits. Incroyable ce qui se passe dans notre pays. Je sais, on oublie très vite. Il y a 8 ans, on était dans une quasi-dictature. Régime autoritaire, on va dire, allez, pour ne pas fâcher personne. En 8 ans, changer de régime politique, avec une classe politique qui n'était pas préparée, avec un peuple qui n'était encore moins préparé. Pendant les premières années, on ne s'est pas du tout occupé d'économie. C'est un miracle que la Tunisie tienne encore. Aujourd'hui, on répare les erreurs de la mauvaise gestion, de la mauvaise gouvernance qu'on a eue les 3 à 4 premières années de notre pays. On gère dans des conditions invraisemblables. Les peu de gens optimistes dans notre pays, c'est qui? Ce sont les gens qui sont dans l'action. Et ils ne sont pas nombreux. La plupart des gens sont simplement dans l'expectative et la critique. On ne peut pas être positif, on ne peut pas voir l'avenir en rose si on est simplement dans la critique. Il faut être dans l'action. Chacun a sa place. Comme disait Simosta tout à l'heure, le gouvernement tout seul, détrempez-vous. Ce n'est pas une question de personne. Vous pouvez le changer, on l'a déjà changé 8 ou 9 fois, ça n'a rien donné. Ce n'est pas une question de gouvernement, c'est un système en entier. Aujourd'hui, il ne faut pas être dans la négation. Il n'y a rien ne s'est fait, ce n'est pas vrai. Ce qu'on a vécu en 8 ans, c'est ce que vit un pays normal en 30-40 ans. Au contraire, on est en train de faire des changements à une vitesse extraordinaire. Mais c'est l'impatience qui est dans nos cerveaux qui fait qu'on a l'impression que rien ne se fait. Beaucoup de choses sont en train de se faire dans ce pays, notamment dans la société civile, notamment dans le pays d'une manière générale. Je dois vous rappeler, ça peut paraître une évidence, mais il faut le rappeler. Nous ne gouvernons pas, nous ne prenons pas de décisions dans la sérénité. Il y a ce problème de confiance. Déjà, par définition, les décideurs, les responsables sont tous coupables, sont tous là pour le pouvoir et pour des raisons personnelles et pour les intérêts personnels. Il y en a, bien sûr, mais cette généralisation est fatale pour notre pays. Ce n'est pas vrai, tout le monde n'est pas pourri auprès des décideurs. Après, c'est les contraintes politiques. Nous sommes en train d'apprendre la démocratie. On ne sait pas réellement ce que c'est la démocratie. Ce n'est pas facile d'apprendre la démocratie et d'apprendre la liberté des uns finit lorsque celle des autres commence. Or, on est encore dans l'idée de la démocratie, de la liberté absolue. Ça n'existe pas, même dans les plus grandes démocraties. On est en train de l'apprendre. Aujourd'hui, certains politiques sont plus sur la prise de pouvoir, sur l'intérêt individuel que sur l'intérêt commun, ce qui devrait les guider en réalité. Nous sommes aussi dans la contrainte syndicale. Nous sommes en train d'apprendre le multisyndicalisme dans notre pays. Ce n'est pas évident. Et nous sommes dans un syndicalisme qui est encore un syndicalisme de revendication et non pas de co-construction.
Or, on prétend être un partenaire. C'est aussi un autre apprentissage qu'on est en train de faire, qui est une contrainte supplémentaire pour un gouvernant. On a aussi les contraintes médiatiques. La liberté nous a heureusement donné un paysage médiatique extraordinaire, riche, multiple, mais aussi qui apprend et qui n'est pas toujours professionnel et qui vous met la pression parfois gratuitement. Nous avons aussi la question de l'administration, les contraintes de l'administration. Alors l'administration, faisons attention, il ne faut pas l'incriminer. L'administration a tenu le pays lorsqu'il n'y avait plus de gouvernement, il n'y avait plus rien dans le pays. C'est grâce à l'administration qu'on a tenu le coup. D'autres pays ne l'ont pas fait, n'ont pas eu cette chance. Mais où est le problème dans notre administration? C'est qu'individuellement, nous avons des gens extraordinaires à l'administration, malheureusement de moins en moins parce que les meilleurs ne veulent plus aller à l'administration maintenant, il faut qu'elle redevienne attractive. Mais il y a des gens extraordinaires. Mais collectivement, on est très mauvais. L'ensemble des individualités qui sont chacun seul. Moi, dans mon ministère, j'ai des gens extraordinaires. Et parfois, mon rôle de manager, c'était de les faire travailler ensemble. Je pense avoir réussi en partie. L'idée, c'est que collectivement, on est en train d'échouer. Individuellement, on est tous bons. Mais au lieu de se critiquer, il faut qu'on mette la main dans la main pour sauver ce pays, et on peut le faire très facilement. Il y a aussi les contraintes financières. Nous oublions de le dire, que nous sommes un pays pauvre. Nous sommes un pays qui a des problèmes de finances publiques. Mais nous pouvons dépasser cela. C'est possible. Ça aussi, c'est encore une autre contrainte, en tout cas au moins à court terme dans la gestion. C'est comme une entreprise qui a du patrimoine, mais qui n'a pas de trésorerie. On est un petit peu dans cette condition. Il y a aussi les contraintes des lobbies et du corporatisme. Chacun pour soi. On a oublié qu'on était tous dans le même bateau. Et ça, c'est une réalité. Alors, si chacun tire de son côté, évidemment, le bateau, il s'affole. La meilleure image, la Tunisie, c'est comme aujourd'hui la tauromachie. C'est comme un taureau qu'on a laissé pendant des années dans le noir. Quand il sort, il ne se retrouve pas. Il court dans tous les sens, il ne sait pas où il est, il perd ses repères. Et puis les gens commencent à courir, à crier pour le tuer. Et on commence à lui mettre des couteaux dans le dos. Et puis petit à petit, ça commence à se calmer. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est de l'intérêt de qui de tuer ce taureau? Et puis la foule se renverse et dit, non, 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 on ne le tue pas, il faut le gracier. On n'est pas encore arrivé à ce stade de il faut le gracier. La Tunisie est un taureau aujourd'hui, que tout le monde veut tuer et que tout le monde crie. Et personne ne fait, ou peu de gens font quelque chose pour ce pays. Aimons ce pays. Je reviens à cette question d'amour et de passion. Vous ne savez pas, vous n'avez pas idée. Moi-même, je n'avais pas idée quand j'étais un simple universitaire et quand j'étais même responsable d'une université. Vous n'avez pas idée de la pression dans laquelle vit un responsable aujourd'hui en Tunisie. C'est inhumain. Et d'ailleurs, on se dit, parfois je me lève le matin et je me dis, mais pourquoi je suis là? Pourquoi je supporte encore tout ça? Je pourrais être demain dans un organisme international, pépère, avoir un salaire extraordinaire et sans pratiquement pas de contraintes. Et je continue et je me lève encore le lendemain. Pourquoi? Parce que c'est la passion. Parce que j'aime ce que je fais. Parce que je suis passionné par ce que je fais. Et je ne suis pas le seul. On est quelques-uns à l'être. Alors, essayons ensemble de voir ces bonnes initiatives, ces bonnes personnes qui sont parfois là, mais qu'on ne les voit pas. Des bonnes choses qui se font, mais qu'on ne voit pas. Si on est tous dans l'action, et l'action avec passion, je vous assure que la Tunisie changera radicalement de visage. Voilà. Merci. Merci, Monsieur le Ministre.